Bonsoir à toutes et tous. Je me présente Aurélien Guisteling, je suis animateur au Centre d'action laïque de la province de Namur et je suis très heureux de vous accueillir pour cette deuxième conférence organisée dans le cadre du cycle Découvrir le libre examen, un cycle d'activités qui vous est proposé par le Centre d'action laïque de la province de Namur et le Centre du libre examen de Bruxelles. La semaine passée, on a pu découvrir lors d'une première conférence proposée avec M. Baudin de Charneux, on a pu découvrir l'ancrage socio-historique du principe du libre examen. Donc le libre examen qui est basé sur la remise en question perpétuelle, le refus de tout dogmatisme. Et nous pensons ici que le libre examen a toute sa place dans les programmes de l'école, d'une école émancipatrice et citoyenne. Ce soir, on vous propose une interrogation transversale. Donc, l'école est-elle un lieu qui favorise la pratique du libre examen? L'école participe-t-elle à l'émergence de citoyens critiques et solidaires? Nous nous questionnerons aussi le pacte dit d'excellence et interrogerons les espaces d'apprentissage et les logiques qui s'y imposent. Pour aborder ces questions essentielles, nous recevons ce soir Véronique Dethier, et donc, qui est représentante de la FAPEO, donc l'association des parents de l'enseignement officiel, et ainsi que M. Nico Hirt, qui est président de l'Appel pour une école démocratique. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Et avant de vous céder la parole, je me permets d'inviter tout le monde, toutes et tous, à ne pas hésiter à marquer en commentaire dans le live Facebook vos questions, vos réactions. Ainsi, il y aura aussi un document partagé qui va être posté sous la vidéo. Donc, une idée de Marie du Librex qui partage avec vous toute une série de références bibliographiques, donc des ouvrages, des vidéos sur la thématique. Et on vous invite vraiment à aller aussi ajouter vos propres références, à aller piocher celles qui vous intéressent. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, d'abord avec Nico. Donc, l'école est-elle un lieu qui favorise la pratique du libre examen? Bien, c'est une question à laquelle, personnellement, ma réponse est non. Je ne pense pas que l'école favorise la pratique d'un libre examen et je ne pense même pas que l'école ait été historiquement pensée pour remplir cette mission-là. Pour éclairer mon propos, je vais partager mon écran. J'ai préparé un petit diaporama qui va illustrer ma réflexion. Je voudrais aborder la question d'un point de vue historique. Selon le discours humaniste classique, l'école, nous dit-on, aurait pour mission d'assurer l'égalité des citoyens. Et par exemple, pour Condorcet, quand la loi, dit-il, a rendu tous les hommes égaux, la seule distinction qui les partage en plusieurs classes est celle qui naît de leur éducation. Cette belle sentence est ressassée à l'envi depuis 2 siècles pour soutenir que l'accès universel à l'éducation scolaire serait la meilleure garantie de l'égalité des chances et de l'égalité des droits. Eh bien, au risque de paraître politiquement peu correct, je crois, moi, que Condorcet profère une grande sottise, car chacun sait, et Condorcet aurait dû savoir, que l'inégalité entre les hommes, avant d'être le fruit de droits inégaux ou d'une éducation inégale, résulte d'abord de l'inégalité de fortune. Pour réussir en société, du moins selon les normes dominantes du succès, il semble bien qu'un joli compte en banque soit plus efficace qu'un joli diplôme. Et pour comprendre pourquoi et en quoi l'école n'est pas et n'a jamais été un lieu de promotion du libre examen pour tous, donc d'une citoyenneté critique, je pense que nous devons quitter le domaine du discours, le discours de Condorcet ou le discours du décret mission de 1997, et nous pencher plutôt sur les fonctions objectives de nos systèmes éducatifs. Et je vous propose pour cela de remonter le temps, et je vais le remonter précisément jusqu'à l'époque de Condorcet, plus exactement jusqu'à sa naissance en 1776. À l'époque, la très grande majorité des enfants des classes populaires n'allaient pas à l'école. En France,
En Belgique, dans la plupart des pays européens et selon les régions, entre 60 et 80% des citoyens signaient les documents paroissiaux en apposant simplement une croix. À la fin du XVIIIe siècle, comme dans l'Antiquité, ou même lorsque Charlemagne fonda les écoles monastiques pour les enfants mâles de la noblesse franque, de tout temps, l'institution scolaire, comme instance distincte de la vie quotidienne et du travail, comme instance chargée de l'éducation et de l'instruction, a été essentiellement réservée aux enfants des classes sociales supérieures. Quelques années de préceptorat privé, suivi d'un bon collège et quelquefois d'une école supérieure, leur apportaient les savoirs de gouvernance et les savoirs symboliques d'appartenance sociale qui les préparaient aux hautes fonctions que leur État leur réservait. C'est ce qu'on appellera longtemps une formation générale classique. Culture gréco-latine, philosophie, littérature, histoire, droit, géographie, géométrie, algèbre, économie, art, l'art de faire la guerre pour les garçons et l'art de discourir. Les enfants du peuple, eux, n'allaient pas à l'école, mais ils n'étaient pas pour autant ignorants. Le travail à la ferme ou dans l'atelier nécessitait d'immenses connaissances théoriques et pratiques. Et c'est sur leur lieu de travail, dans la famille rurale ou auprès d'un maître, que ces enfants d'avant la révolution industrielle acquéraient une formation que l'on pourrait qualifier de polytechnique. C'est là aussi, en lien avec la pratique du travail, qu'ils étaient socialisés, c'est-à-dire éduqués à la vie sociale. Il se trouve que l'année de naissance de Condorcet est aussi précisément l'année où un certain James Watt met au point sa première machine à vapeur, réellement opérationnelle. Avec le machinisme et la première révolution industrielle, l'école va ouvrir largement ses portes aux enfants des classes populaires. On pourrait se demander pour quelle raison. On aurait tort de croire que cela répondait à un besoin de qualification lié à cette révolution industrielle. Au contraire, le machinisme a remplacé le travail complexe qu'effectuait jadis un ouvrier de l'artisanat ou de la manufacture par un travail parcellaire, répétitif, de celui qui n'est plus désormais qu'un rouage de la machine. En revanche, cet ouvrier devait être discipliné au travail comme dans sa vie quotidienne, afin que sa force de travail reste toujours disponible de jour en jour. Or, les lieux traditionnels d'éducation, de socialisation des enfants étaient en train de péricliter. La grande famille rurale se désagrégeait suite à l'urbanisation galopante et dans les villes, l'apprentissage était en déclin précisément en raison de la faible demande d'ouvriers qualifiés. Dans ces circonstances, des voix s'élevèrent pour assurer un minimum d'éducation aux enfants de prolétaires en les envoyant à l'école. Ouvrir une école, c'est fermer une prison, écrit Victor Hugo. Ainsi, la révolution industrielle a envoyé les enfants du peuple à l'école, non pas pour les généreuses motivations de Condorcet, ni même parce qu'elle aurait eu besoin de travailleurs instruits, mais parce qu'au contraire, en se passant de travailleurs instruits grâce à la machine, elle a rendu nécessaire la création d'une nouvelle instance de socialisation, l'école fondamentale, où l'on apprend à lire, à écrire, à calculer, mais aussi à être poli, à respecter le maître et la religion. Quelques décennies plus tard, on y ajoutera de l'histoire et de la géographie, et on rendra même l'école obligatoire. C'est que la concentration industrielle, à la fin du XIXe siècle, a donné naissance à une classe ouvrière nombreuse, disciplinée, organisée, et donc qui devient politiquement dangereuse. Cette concentration industrielle a aussi engendré des tensions entre les puissants empires industriels. Face à cette double menace de guerre extérieure et de révolution intérieure qui éclate au grand jour avec la guerre franco-prussienne et la Commune de Paris en 1870-71, on découvre soudain la puissance d'un bon endoctrinement civique à l'école, notamment par des cours d'histoire et de géographie. Ferry écrit « L'histoire de France devra inspirer le respect et l'attachement pour les principes sur lesquels cette société est fondée » et notre roi Léopold II, l'enseignement donné aux frais de l'État aura pour mission d'inspirer aux jeunes générations l'amour et le respect des principes sur lesquels reposent nos institutions. Les charniers de la Première Guerre mondiale
porte devant l'histoire le témoignage de l'efficacité redoutable qu'a eu cette école pensée et conçue comme un appareil idéologique d'État. Remarquons que jusque-là, la question de l'égalité des chances à l'école ne se posait pas. Pour les enfants du peuple, l'école primaire était un passage plus ou moins obligé qui n'a que peu à voir avec leur destin social ou professionnel. Seule une minorité de ces enfants-là, remarqués par un instituteur attentionné et qui ont la chance de bénéficier de quelques rares bourses d'études, poursuivent au-delà de l'école primaire. Mais les choses vont changer au début du XXe siècle. Le développement rapide et massif de technologies liées à la mécanique et à l'électricité augmente la demande de travailleurs qualifiés. Le réglage et l'utilisation des machines, le contrôle et la finition des produits, l'installation des réseaux électriques, l'entretien des moteurs, tout cela réclame des ouvriers à la fois habiles manuellement, mais aussi sachant manipuler des instruments de mesure précis, sachant lire des croquis conçus par des bureaux d'études. Les systèmes éducatifs formels se dotent alors de filières techniques et professionnelles qui sont à l'époque de véritables voies de promotion sociale réservées aux plus méritants des enfants du peuple. On entre dans l'ère de la sélection méritocratique. Ce mouvement s'accélère dans la deuxième moitié du XXe siècle, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, dans un contexte de forte et, pense-t-on à l'époque, de durable croissance économique. Il faut de plus en plus de travailleurs qualifiés, les conditions budgétaires portées par la croissance sont favorables et les États investissent massivement dans l'expansion de l'enseignement public. On ouvre alors toutes grandes les portes de l'enseignement secondaire, mais du fait même de cette massification, la sélection des futurs travailleurs change de nature. Il ne s'agit plus de choisir à la fin du primaire entre ceux qui iront travailler et ceux qui poursuivront dans l'enseignement secondaire qualifiant, mais de trier à l'intérieur même de l'enseignement secondaire ceux qui seront orientés vers les filières techniques et professionnelles et ceux qui continueront dans la formation générale, qui elle-même se dote de plus en plus de filières hiérarchisées. Et la sélection méritocratique se mue alors en une sélection négative, une sélection par l'échec. Ce sont les élèves en échec scolaire que l'on réoriente vers les filières d'enseignement technique ou professionnel, qui devient ainsi une voie de relégation, alors qu'elle avait été une voie de promotion sociale, une voie d'excellence dans les années 20 et 30. Mais par l'effet d'un miracle pédagogique que nous n'analyserons pas ici, cette sélection continue de reproduire encore et toujours la même stratification sociale. Ce sont les enfants d'ouvriers et de petits employés qui se trouvent orientés massivement vers les filières les moins prestigieuses, et l'école obligatoire se dévoile ainsi, notamment sous la plume du sociologue français Bourdieu, elle se dévoile comme une instance de reproduction intergénérationnelle des classes sociales. Certes, de tout temps, les fils d'ouvriers devinrent ouvriers et les fils de notables, notables, mais ce qui est nouveau à partir du dernier tiers du XXe siècle, c'est que désormais l'école, cette institution qui prétendait assurer l'égalité des chances, contribue elle-même à cette reproduction des inégalités sociales intergénérationnelles. Les conditions économiques et budgétaires qui avaient présidé à cette massification de l'enseignement vont se trouver bouleversées avec l'entrée de l'économie mondiale dans l'ère des crises à répétition. L'époque actuelle est marquée d'abord par une grande imprévisibilité liée notamment à l'instabilité économique et au rythme effréné d'innovation technologique. D'autre part, la concurrence fiscale entre les États ne laisse guère de place à des marges budgétaires pour financer davantage l'enseignement. Enfin et surtout, on observe une polarisation croissante des niveaux de qualification demandés sur le marché du travail. On observe une forte croissance des emplois nécessitant des travailleurs très hautement qualifiés, ou au contraire très faiblement qualifiés dans les services. Ce sont les deux courbes qui grimpent, les deux courbes supérieures de ce graphique, et cela se combine à un creusement de l'emploi dans les qualifications intermédiaires et surtout dans les qualifications intermédiaires manuelles. Et dans ces conditions, les milieux économiques réclament une redéfinition plus pragmatique des objectifs de nos coûteux systèmes d'enseignement. L'OCDE écrit: tous les élèves n'embrasseront pas une carrière dans le dynamique secteur de la nouvelle économie. En fait, la plupart ne le feront pas
de sorte que les programmes scolaires ne peuvent pas être conçus comme si tous devaient aller loin. Alors, comment doivent-ils être conçus aux yeux des milieux économiques, ces programmes scolaires? Alors, primo, ils demandent un recentrage de la formation commune sur les compétences de base, c'est-à-dire sur ces compétences nécessaires à tous les étages de la hiérarchie des emplois. Mais ce recentrage sur les compétences de base se fait à conditions budgétaires constantes au détriment des savoirs porteurs de culture commune comme la géographie, l'histoire, la philo, etc. Les écoles, dit le service européen Eurydice, doivent se borner à doter les élèves des bases qui leur permettront de développer par eux-mêmes leurs connaissances dans les domaines qui les intéressent. Deuxièmement, il faut, nous dit-on, promouvoir la flexibilité. D'une part, par l'orientation sur la compétence, entendue comme capacité de mettre en œuvre des savoirs variés dans des contextes inédits. Ce qui importe désormais dans le savoir, ce n'est plus sa dimension émancipatrice qui permet de comprendre le monde, mais sa dimension utilitaire qui permet d'être productif. Cette flexibilité se poursuit aussi par l'individualisation des apprentissages. Comme nous le rappelle ici dans la deuxième citation le CDFOP, il faut préparer les citoyens à être des apprenants motivés et autonomes, à même de prendre en main leur formation, de maintenir leurs compétences à jour et de préserver leurs valeurs sur le marché du travail. Quant à l'institution scolaire proprement dite, elle est à son tour sommée de devenir plus flexible. Il y faut, disent les économistes proches de l'OCDE, des politiques qui introduisent la compétition, le libre choix et les forces du marché. On a donc mis les élèves en compétition au moyen de livrets de compétences et d'épreuves normalisées. On a mis les enseignants en compétition en liant leur salaire au mérite. On a mis les écoles en compétition en libéralisant le quasi-marché scolaire. Et on a mis les systèmes éducatifs, les pays eux-mêmes en compétition grâce aux enquêtes PISA. J'en arrive à ma conclusion. Et je voudrais démarrer cette conclusion par un graphique. Ce graphique vous montre la répartition des élèves en fonction de leur décile socio-économique dans les principales filières d'enseignement à l'âge de 15 ans. Et ce que je veux montrer par ce graphique, c'est que derrière le mot école se cache en réalité une diversité d'écoles. À droite, dans le décile socio-économique supérieur, le 10e décile, on constate que près de 90% des élèves à l'âge de 15 ans fréquentent l'enseignement général. Tous les autres, ou presque tous les autres, sont dans l'enseignement technique. Il est extrêmement rare que des élèves du 10e décile soient dans l'enseignement professionnel, et ceux qui sont dans l'enseignement spécialisé sont tellement peu nombreux qu'ils n'apparaissent même pas, la ligne est trop fine pour apparaître sur ce graphique. Passons à l'extrême gauche, sans aucun sous-entendu politique, mais à l'extrême gauche du graphique, je veux dire dans les classes sociales les plus pauvres, où vous avez à peine une vingtaine de % d'élèves qui, à 15 ans, sont encore dans l'enseignement général. Presque tous les autres sont soit dans l'enseignement qualifiant ou, pire encore, ont 2 années de retard scolaire, c'est-à-dire sont encore au premier degré. À l'âge de 15 ans, ils sont encore au premier degré de l'enseignement secondaire, donc ils n'ont pas encore atteint l'âge de l'orientation vers l'une des filières d'enseignement. Et regardez, plus de 10% sont dans l'enseignement spécialisé. L'enseignement spécialisé dont on nous dit qu'il oriente les enfants, qu'il sélectionne les enfants en fonction de capacités, est en fait une forme, de même que toutes les filières d'enseignement, une forme de sélection sociale. Et donc, ce que je voudrais dire en conclusion, c'est qu'il n'y a pas une école, il y en a deux. L'enseignement général dans les meilleures écoles pour les uns et l'enseignement qualifiant ou l'enseignement général dans les écoles moins prestigieuses pour les autres. Et cet enseignement, ces deux écoles, ce sont deux écoles qui ont un caractère de classe, un caractère social très clairement marqué. Et derrière ces chiffres, derrière ces deux filières, on a deux filières qui, l'une comme l'autre, ne forment pas des citoyens complets. Le tronc commun est
centré sur les compétences de base au détriment de la culture commune, l'enseignement qualifiant où la formation hyper spécialisée se fait au détriment de la formation générale. Un élève sur deux, il faut le savoir, sort du secondaire sans jamais avoir appris que le Congo fut une colonie belge, et nous avons une étude qui l'a montré. Et enfin, on a un enseignement secondaire général où on rejette toujours les vils savoirs de production comme non nécessaires ou ne faisant pas partie d'une formation générale digne de ce nom. Ni chez les uns, ni chez les autres, on ne propose une formation réellement générale, c'est-à-dire à la fois au sens classique du terme, au sens des savoirs de gouvernance dont je parlais au début de mon exposé, et au sens polytechnique, c'est-à-dire au sens d'une capacité de comprendre les rapports de production qui fondent nos sociétés. On n'offre donc pas une vision complète du monde, ce qui empêche l'exercice d'une citoyenneté critique, la pratique d'un libre examen au sens plein du terme. Je vous remercie. Merci Nico pour ces constats. Donc, l'école outil de domination, école outil d'endoctrinement, école méritocratique, école outil de reproduction des inégalités sociales. Suite à ces constats, Nico, demandons un peu à Véronique comment est-ce que le pacte a pu répondre à ça? Parce que ça, c'est voilà, en l'ancrage historique, tout ce qui se passait avant, on va dire. Et donc, qu'est-ce qu'on va donner comme réponse? Bonsoir. Voilà, donc grande question. Hein. Donc, est-ce que le pacte pour un enseignement d'excellence va pouvoir répondre à tous les constats tirés de l'histoire et de l'histoire plus récente, hein, puisque je trouve que l'exposé de Nico était très intéressant. J'ai moi-même appris beaucoup de choses. Mais avant de commencer de rentrer dans les réformes qui sont prévues dans le pacte pour répondre à tous ces constats, je pense qu'il est important de contextualiser un petit peu et de voir pourquoi ce pacte et pourquoi est-ce qu'il y a eu une dynamique en fait qui s'est installée de manière un peu curieuse, hein, puisqu'on n'est pas passé par le Parlement, c'est pas les cabinets, c'est vraiment une dynamique tout à fait particulière. Donc face à tous ces constats, il y a eu de nombreux appels déjà qui ont été faits, notamment un appel à une refonte de notre système éducatif lancé par la plateforme de lutte contre l'échec scolaire bien avant les élections de 2014. Ensuite, on a eu ces élections de 2014 et une nouvelle majorité qui s'est mise en place. Et cette majorité a, comme toutes les majorités, écrit une déclaration de politique communautaire. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'il y a un lien évident avec le pacte et on retrouve dans la déclaration de politique communautaire tous les éléments qui vont se retrouver in fine dans l'avis numéro 3 du pacte pour un enseignement d'excellence. Ce qui est particulier, c'est que au lieu d'avoir une politique habituelle et des réformes qui se décident au sein des cabinets, on a eu la ministre de l'époque, Madame Joëlle Milquet, qui a décidé de mettre en œuvre une grosse machine, une très grosse machine, et d'y associer les acteurs institutionnels. Donc les acteurs institutionnels, donc la FAPEO en fait partie, les fédérations de parents, les organisations syndicales, les fédérations de pouvoir organisateurs, l'administration aussi qui était présente. Et il y a eu une structure qui était composée d'un groupe central. Le groupe central, c'est uniquement les acteurs institutionnels et composé aussi d'un comité d'accompagnement. Le groupe central, c'était le groupe dans la première étape du pacte, le groupe décisionnaire, donc on était dans une étape de co-construction. Hein, donc on devait arriver au consensus. Donc déjà, c'était particulier parce qu'on avait des sensibilités très différentes autour de la table, bien entendu. Hein. Donc je vais vous donner un premier exemple, c'est que notamment la FAPEO ou la CGSP, bien, nous arrivions avec l'idée d'un tronc commun jusqu'à 16 ans, un tronc commun polytechnique jusqu'à 16 ans. D'autres acteurs autour de la table ne voulaient absolument pas de ce tronc commun polytechnique. Donc, voilà, on était avec ces postures différentes autour de la table qui faisaient qu'on nous imposait quelque part et l'idée, c'était qu'on arrive à un consensus pour réformer le système. Et l'idée qui était positive, c'était que
il fallait que les constats soient partagés et que tout le monde adhère à la réforme qui allait se mettre en place. Donc, ce n'est pas tout à fait positif, mais ça n'est pas... voilà, on peut pas tout jeter non plus dans cette méthode. Et au-dessus du groupe central, il y avait ce qu'on appelait un comité d'accompagnement. Et dans ce comité d'accompagnement, vous aviez des acteurs de la société civile, comme le réseau wallon de lutte contre la pauvreté, Changement pour l'égalité, mais vous aviez aussi des acteurs du monde économique. Et ce comité d'accompagnement avait pour vocation de donner des avis, était consulté sur les orientations prises par le groupe central. Donc, dans la première étape du pacte, c'est une étape de concertation. C'est vraiment une étape de concertation. Donc, vous avez d'abord eu un premier groupe de travail, des premiers groupes de travail qui se sont mis en place, composés par les acteurs institutionnels, des experts universitaires, qui ont l'un réfléchi à la vision de l'école du XXIe siècle et l'autre fait un état des lieux de notre système éducatif. Ce qui est intéressant dans ces premiers groupes de travail, c'est que ces constats ont été partagés par l'ensemble des acteurs. Et donc ça, c'est quand même essentiel que tous les acteurs qui étaient autour de la table ont partagé les constats. Constats dont notamment Nico vient de montrer cet escalier de la honte, hein, donc, où on voit les publics les plus favorisés qui occupent qui sont majoritairement dans l'enseignement général et les publics défavorisés qui subissent ce fameux escalier, hein, donc qui descendent, qui sont relégués, triés, orientés d'abord vers le qualifiant, puis vers le professionnel et puis vers le spécialisé. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Donc cette première étape a consisté vraiment à faire en sorte que les constats soient partagés et que la vision soit partagée. À chaque étape, les avis rendus par les groupes de travail retournaient au groupe central et retournaient vers le gouvernement qui en prenait, je veux dire, qui prenait part qui validait en quelque sorte les rapports et les avis remis par le groupe central. Donc, cette première partie est très, très importante parce que sur base de ces constats et de cet état des lieux, un deuxième avis a été négocié, co-construit par le groupe central. Et ce deuxième avis donne les premières orientations des réformes à mener au sein pour réformer notre système éducatif. Et ce deuxième avis, qui a été aussi validé par le gouvernement, a donné lieu à la mise en place de 12 groupes de travail. Donc, c'est vraiment conséquent. Il y avait un groupe de travail sur la démocratie scolaire, un groupe de travail sur les inégalités, un groupe de travail sur l'enseignement spécialisé, un groupe de travail sur le travail sur les directions, un groupe de travail sur les enseignants, un groupe de travail sur la gouvernance. Et donc, dans tous ces groupes de travail, il y avait chaque fois les acteurs institutionnels, chaque fois des représentants des acteurs institutionnels et des experts qui étaient invités dans ces groupes de travail. Donc, par exemple, de nouveau, sur les inégalités, Changement pour l'égalité était présent, le réseau wallon de lutte contre la pauvreté était présent dans ces groupes de travail. Tous ces groupes de travail ont fait des rapports qui ont été rendus au groupe central qui a pu en changer quelques lignes aussi. Hein. Donc, tout n'a pas été validé par le groupe central. Sur base de ces travaux, un troisième avis a été rendu. Il y a un fort espace de temps entre le deuxième avis et le troisième avis. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, les négociations et les tensions étaient fortes au sein du groupe central, hein, puisque il fallait que ce troisième avis, qui allait vraiment donner la feuille de route des réformes à mener pour le système éducatif, tous les acteurs autour de la table soient d'accord sur les réformes à mener. Et donc, évidemment, on s'imagine bien qu'il y avait des tensions entre certains acteurs par rapport à certaines réformes. Si je peux vous en donner un exemple, sur la question des rythmes scolaires, par exemple,
il y avait une forte adhésion à la réforme du rythme annuel et des freins pour la réforme du rythme journalier. Donc, il a été acquis dans l'avis numéro 3 que la réforme des rythmes annuels était presque acquise et il y avait un modèle proposé. Tandis que sur la réforme des rythmes journaliers, il devait encore y avoir des travaux menés, notamment par la Fondation Roi-Baudouin, pour pouvoir avancer plus loin. Donc on voit vraiment que ce pacte, même si les constats étaient partagés, la manière de réformer le système a fait l'objet de négociations, de concertations, de points de tension, et donc de chercher à chaque fois le consensus. Et les acteurs présents autour de la table n'ont pas tous le même poids. Donc ça, c'est quand même important de le savoir aussi. La FAPO, par exemple, on est 8 à travailler à la FAPO. J'étais la seule personne à m'occuper de tous les groupes de travail du pacte, de tout le chantier du pacte. Si vous prenez à côté le secrétariat général de l'enseignement catholique, et qui est une véritable machine de guerre, qui avait une armée de juristes pour vérifier tous les points, c'est évident qu'on ne se bagarrait pas dans la même cour. Hein. Donc c'était vraiment pas facile d'avancer et de maintenir des positions et de défendre des positions qui nous paraissaient importantes. Ensuite, donc cet avis numéro 3 qui a été rendu en mars 2017 s'est concentré autour de 5 axes stratégiques à développer. Donc, le modèle de gouvernance à réformer, les savoirs et compétences à améliorer, et la démocratie scolaire, le décloisonnement de l'enseignement spécialisé. Donc tous ces axes stratégiques ont été développés. J'avais envie avec vous de faire plutôt un focus sur 2 points qui me semblent essentiels et qui me semblent la colonne vertébrale des réformes du pacte. La première étant la réforme de la gouvernance du système éducatif. Donc, par la réforme de la gouvernance du système éducatif, on envisage de répondre aux constats qui ont été faits par ailleurs. Cette gouvernance du système éducatif se base sur un principe de responsabilisation et d'autonomie. Alors, le principe est que chaque école va devoir élaborer un plan de pilotage pour répondre aux objectifs d'amélioration du système éducatif fixés par le régulateur. Donc l'amélioration des savoirs et compétences, la lutte contre le décrochage scolaire, la lutte contre les inégalités, donc diminuer la différence de résultats entre les élèves plus favorisés et moins favorisés. Donc les écoles, chaque école va devoir élaborer ce qu'on appelle un plan de pilotage. Et ce plan de pilotage va devoir être élaboré en fonction d'indicateurs qui vont être fournis par le pouvoir régulateur. C'est important de noter que ces indicateurs fournis par le pouvoir régulateur sont des indicateurs qui comparent les écoles de même type. C'est important, pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'on ne se fixe pas nécessairement les mêmes objectifs pour tous. Donc on compare des écoles de même classe socio-économique et de même type. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire, je vais vous donner un exemple concret. Donc par exemple, des écoles d'indice 1 à 5, et qui organisent de l'enseignement à majorité enseignement général. Par exemple, la moyenne des résultats de ces écoles au CE1D, donc l'épreuve externe en fin de premier degré, est de 40%. Et dans l'école, dans mon école, mes résultats sont de 20%. Eh bien, quel objectif je dois atteindre ? C'est 40%. Je dois tendre vers l'objectif de réussite de 40%. Hein, donc évidemment, c'est choquant. C'est choquant parce que ça veut dire qu'on ne se donne même pas les mêmes objectifs pour ces enfants-là. Donc
Donc voilà, mais c'est comme ça que ça marche. Moi, je vous explique la technicité du dossier. Donc, enfin, j'essaye en tout cas. J'essaye de. Donc, toutes les écoles vont recevoir leurs indicateurs qui vont les comparer aux écoles de même indice socio-économique et de même type, donc enseignement général ou écoles qualifiantes ou écoles mixtes. Donc, elles vont être comparées entre elles. À partir de ce moment-là, les écoles doivent analyser leurs indicateurs et organiser avec les équipes éducatives en principe, donc en mettant toutes les équipes éducatives autour de la table, doivent réfléchir à quelle stratégie elles vont pouvoir mettre en place pour améliorer leurs résultats. Et elles doivent se fixer des objectifs pour améliorer ces résultats. Une fois qu'elles ont fixé ces objectifs, elles doivent élaborer des stratégies. Donc, et elles doivent faire un plan stratégique pour aller vers l'amélioration de leurs résultats. Une fois qu'elles ont fait ça, elles vont devoir contractualiser avec le pouvoir régulateur. Donc, elles vont passer un contrat avec le pouvoir régulateur qui va valider ou pas le plan de pilotage, parce que si le plan de pilotage, par exemple, ne répond pas aux objectifs d'amélioration, eh bien, le pouvoir régulateur va pouvoir dire à l'école, vous devez revoir votre plan de pilotage. Un exemple de nouveau, par exemple, une école pyramidale, donc les écoles où il y a beaucoup d'élèves en première secondaire et puis il n'y en a plus en sixième secondaire. Une école qui, par exemple, n'aura pas travaillé la question de l'orientation, de la relégation, eh bien, probablement que le pouvoir régulateur va lui dire, vous devez travailler ce point-là parce que vous ne répondez pas aux objectifs d'amélioration du système qui sont de réduire l'écart entre les élèves les plus favorisés et les moins favorisés. Donc, tout ce pilotage vise effectivement à améliorer les résultats de notre système éducatif. Ensuite, vous avez, donc ça c'est pour le pilotage des écoles. Ensuite, vous avez un autre point dans le pacte qui est quand même très intéressant, qui n'est pas encore mis en œuvre, c'est la question du pilotage zonal. Et celui-là, pourquoi est-ce qu'il est plus intéressant? Parce qu'il ne laisse pas l'école toute seule se comparer à elle-même, trouver des solutions. Il rentre dans une logique de zone et de dire il faut travailler notamment la question de la mixité sociale. Et donc, pour nous, évidemment, il est très, très important que le régulateur fixe aussi des objectifs de mixité sociale au niveau d'une zone et de voir comment est-ce qu'au niveau de ces zones, on va travailler justement à la concurrence entre écoles, à l'offre peut-être à l'offre d'options. On sait que les écoles se font concurrence avec des offres d'options. Et donc, ce pilotage zonal, il est essentiel. Il est prévu dans le pacte. Il n'est pas encore mis en œuvre, mais c'est prévu. Donc ça, je pense que c'est quand même un élément important du pacte qui devra être mis en œuvre. En tout cas, pour nous, c'est un élément essentiel. Et puis, évidemment, vous avez toujours le pilotage macro. Donc, on est dans cette logique de pilotage macro où le pouvoir régulateur va, à travers le pilotage zonal et le pilotage des écoles, pouvoir adapter les politiques en fonction des réponses qui seront données pour améliorer le système. Donc ça, c'est des points, ça c'est pour le pilotage des écoles. Le deuxième point essentiel, et à travers ce pilotage, je pense que c'est quand même aussi un point important, c'est que les écoles doivent améliorer beaucoup de choses pour tendre vers ces objectifs d'amélioration. Vous avez la question de l'orientation, donc vers le spécialisé, l'inclusion des besoins spécifiques, la démocratie scolaire, la gratuité. Je dis, tous ces points doivent être développés dans les plans de pilotage des écoles. Donc, c'est quand même, si ce plan de pilotage est vraiment pris à bras le corps par les écoles et est vraiment construit dans une dynamique participative, collaborative, avec aussi la consultation des élèves et des parents, je pense que c'est un élément positif.
malgré la contractualisation qui peut être ressentie comme un objet de contrainte pour les équipes éducatives et pour les écoles. Vous avez le deuxième pilier très très important du pacte, qui est le travail sur le parcours des élèves. Donc ça, c'est un élément essentiel, à savoir la mise en place du tronc commun polytechnique. Ce tronc commun polytechnique doit durer jusqu'à 15 ans. Donc aujourd'hui, c'est jusqu'à 14 ans la filière commune, qui n'est pas une vraie filière commune puisqu'il y a des offres quand même d'options dans le premier degré, donc ce n'est pas une filière commune. C'est le tronc commun jusqu'à 15 ans, sans option. Donc ça, c'est important aussi. Hein. Donc c'est quand même, ce n'est plus, il n'y a plus des activités complémentaires qui peuvent exister encore aujourd'hui, comme par exemple 4 heures de latin pour choisir, qui s'offrent en général dans les écoles plus élitistes que dans les écoles moins favorisées. C'est un tronc commun polytechnique avec une formation complète pour tous les élèves, même si sans doute que Nico dira après que ce n'est pas parfait, c'est certainement pas parfait, mais en tout cas, la volonté est de faire un tronc commun polytechnique où les élèves vont avoir une formation non seulement d'ordre général, mais aussi manuelle et technique. Et donc, c'est une véritable avancée, sans rupture, donc sans orientation et la même formation pour tous, ce qui nous paraît essentiel. À la fin de ce tronc commun, il a été décidé qu'une épreuve commune à tous les élèves ouvrait vers la suite du cursus des élèves et que la réussite de cette épreuve était impérativement liée à la poursuite du cursus, ce qui veut dire que l'orientation ou le choix plutôt de l'élève ne se fera plus sur base d'un échec, mais sur base d'un choix. En tout cas, on l'espère, c'est la volonté en tout cas du pacte, c'est de travailler aussi pendant le tronc commun toute la question de l'éducation à l'orientation. Donc, après le cursus du tronc commun, le parcours se sépare en deux. Donc, une filière qui va préparer aux études supérieures et une filière qui est une filière dite métier, dite qualifiante. Donc, il y a la suppression de la filière professionnelle, il n'y aura plus qu'une filière qui est une filière métier, qui est une filière qualifiante. Dans le parcours des élèves, il y a aussi un point qui est important et qui est développé dans le pacte, c'est justement toute la question de l'enseignement spécialisé, de la réforme de l'orientation vers le spécialisé et la volonté d'inclure les enfants à besoins spécifiques dans les écoles ordinaires. Donc là, on a actuellement une réforme qui est en cours et qui est en train de se mettre en place. Ce sont les pôles territoriaux. C'est pour mutualiser les moyens, pour aider les écoles à accompagner les enfants qui ont des besoins spécifiques dans les écoles ordinaires. Donc, ce tronc commun, aujourd'hui, actuellement, les référentiels sont presque finalisés et en voie d'adoption. Pour le travail sur les référentiels, ce sont des groupes d'experts, des enseignants majoritairement et envoyés par les pouvoirs organisateurs qui ont rédigé les référentiels. Nous, à la FAPEO, nous ne sommes pas compétents pour travailler sur les référentiels. Nous avons fait des remarques, nous avons des points d'attention, mais les référentiels, en principe, doivent être écrits par des professionnels de l'éducation, ce que nous ne sommes pas enseignants, nous sommes représentants des parents. Néanmoins, il y a déjà des critiques qui viennent sur ces référentiels parce qu'ils s'inscrivent encore trop dans ce qui existe aujourd'hui et ils ne sortent pas encore assez de la logique de ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc là, maintenant, donc après cet avis numéro 3, ces deux grands piliers du pacte, maintenant, on est dans ce qu'on appelle une phase de mise en œuvre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est sorti de la logique de consensus et de co-construction. On est dans une logique où on est en comité de concertation, donc le groupe central est devenu le comité de concertation et ce comité de concertation, il porte son nom, donc c'est-à-dire que nous sommes toujours les mêmes acteurs institutionnels autour de la table, qu'une cellule opérationnelle du changement
qui est à l'administration et qui chapeaute 17 chantiers du pacte, produit des notes, les présente au groupe central et au comité de concertation. Et au comité de concertation, là, c'est un jeu d'influence, de négociation pour faire en sorte que les avis qui sont rendus, les notes qui sont proposées au gouvernement aillent le plus possible dans le sens d'un consensus par rapport à la mise en œuvre des réformes. Et ensuite, ces réformes et ces textes sont traduits en textes décrétaux et suivent bien entendu le parcours habituel parlementaire et démocratique. C'est-à-dire qu'ils ils passent en commission d'éducation, ils sont l'objet des débats avec les parlementaires et ensuite sont votés par le Parlement, par la majorité en général contre l'opposition, comme d'habitude. Donc voilà, donc on est pour le moment, aujourd'hui, dans ce moment-là du pacte, c'est-à-dire qu'on est dans la mise en œuvre des réformes qui ont été, des orientations et du phasage qui ont été validées en mars 2017. Alors évidemment, on a un élément qui est quand même intéressant par rapport à tout ce processus, c'est que on a eu un changement de majorité. Et entre le début du processus du pacte avec une majorité CDH, PS, et puis maintenant une autre majorité, on a évidemment des petites modifications, notamment sur la question du tronc commun, où avec la nouvelle majorité, il a été précisé dans la nouvelle déclaration de politique communautaire qu'il fallait absolument avoir un domaine spécifique pour la question de l'orientation et du qualifiant. Donc, voilà, il y a des petites entorses à l'avis numéro 3. La nouvelle majorité est passée par là. Et c'est problématique dans le sens où cet avis numéro 3 faisait consensus et donc on ne peut pas réformer un système éducatif en n'étant pas dans la continuité. Donc, et c'est d'ailleurs un des points sur lesquels, dès le début du processus du pacte, s'il y a un regret qui avait été exprimé par un certain nombre d'acteurs, c'était qu'il fallait intégrer l'ensemble des partis démocratiques pour qu'il y ait une adhésion totale de tous les partis démocratiques pour pouvoir s'inscrire dans la durée pour cette réforme. Ça n'a pas été le cas et donc un changement de majorité implique évidemment des changements aussi dans la réforme proposée. Pour finir, j'ai envie de dire qu'on a un élément important qui est passé par là, c'est la crise sanitaire. Et cette crise sanitaire nous a encore plus montré la question des inégalités par rapport au système éducatif. Ça a été vraiment criant et on se dit qu'il faut absolument tirer des enseignements de cette crise sanitaire, de ce qu'elle nous a enseigné et de se dire qu'il faut sans doute encore aller plus loin par rapport à ce qui est prévu dans le pacte pour répondre à cette urgence de ces enfants qui sont en décrochage scolaire, qui sont éloignés du système et que l'école, malheureusement, n'arrivera pas à raccrocher simplement en leur disant « venez à l'école ». Ce n'est pas aussi simple que ça, on s'en rend compte et aujourd'hui, plus que jamais. Voilà. Merci Véronique. On a reçu d'ailleurs une première question qu'on aimerait te poser. Donc ici, il y a une personne qui se questionne sur les décrets de 1995, donc l'école de la réussite, et celui de 1997, le décret mission, qui était explicite et qui semble pour la personne viser les mêmes objectifs. Or, la mise en œuvre a été problématique. Il y avait un fossé entre les prescrits et les pratiques des acteurs sur le terrain.
pourquoi est-ce que ces décrets sont tombés et des moyens oups, des moyens de une mise en œuvre généralisée? J'arrive pas à Voilà, comprendre. euh, Pourquoi avoir laissé tomber ces décrets? les décrets d'abord n'ont pas enfin, je pense qu'il faut séparer le projet école de la réussite, hein, donc, qui était c'était pas un décret, donc, et le décret mission. Je pense que effectivement le décret mission disait déjà beaucoup de choses et disait déjà l'essentiel, et c'est pas une question de laisser tomber les décrets, hein. Je pense que en tout cas, la volonté avec le pacte, c'est justement de faire en sorte que tous les acteurs autour de la table soient partants pour réformer le système. Puisque qu'est-ce qu'on voit? C'est que ce soit École de la réussite ou que ce soit le décret mission, on n'y arrive pas, hein. Donc, malgré le prescrit légal, où tout y est, les constats sont toujours là, toujours aussi criants. Donc, le pari qui a été fait, c'est de faire en sorte qu'il y ait une adhésion. Alors, c'est pas gagné, hein. Je veux dire, j'ai envie de dire que c'est pas gagné quand on voit les réactions, quand on voit les réticences. On est loin du compte, et donc je pense qu'il y a aussi tout un travail de terrain à faire avec les enseignants notamment pour faire adhérer à des réformes qui ont du sens. Il y avait encore une petite question, justement. Oui, Nico? Oui, sur la question qui vient d'être posée, je voudrais Ouais. apporter deux précisions. D'abord, le décret École de la réussite de 1995, il faut le resituer dans le contexte des grandes grèves et des 3000 suppressions d'emplois qu'il y a eu dans l'enseignement en 95-96. Je pense que ce décret n'était pas très sérieux. Il s'agissait essentiellement de donner le change aux enseignants qui étaient mécontents. Donc, je pense qu'on peut très vite passer là-dessus. Le décret mission, lui, il est plus sérieux. Le décret mission, comme son nom l'indique, il met sur papier quelle est la vision de nos gouvernants en matière d'objectifs éducatifs. Moi, je trouve qu'il y a des éléments positifs dans ce décret mission. Il y a aussi des éléments que je trouve très critiquables. Par exemple, toute l'approche par compétence, elle est inscrite dans le décret mission, et je trouve que c'est très dommage d'avoir mis ça là-dedans, sans avoir le temps maintenant d'entrer dans le détail de cette critique. Mais le décret mission ne spécifiait pas quels étaient les moyens qui allaient être mis en œuvre pour atteindre les objectifs fixés. Donc, par exemple, sur la question de l'équité qui était hein, l'égalité des chances était mise dans le décret mission, mais comment atteindre cette égalité des chances, le décret mission ne le disait pas. Et le pacte, justement, a ceci de positif et de nouveau par rapport à ces décrets, c'est que pour la première fois, on s'interroge sur qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre comme moyen pour atteindre l'équité sociale, une démocratisation de notre système éducatif. Alors, autre chose est la question de savoir si le pacte offre les moyens de répondre à cette question. Mais ça, je voudrais bien intervenir, mais quand ce sera le moment. Oui, on va y revenir tout de suite. Il y a peut-être une dernière question qui nous a été envoyée. C'était vraiment quelle était la place dans toutes ces négociations, parce qu'on avait vu dans la présentation de Nico que le monde entrepreneurial, le monde économique avait beaucoup de place à certains moments dans cette gestion de l'école. Dans la négociation du pacte, quelle a été la place du monde entrepreneurial et du monde économique? On a entendu qu'ils étaient dans des groupes de consultance, mais peut-être plus dans une analyse du jeu de pouvoir. Voilà. En tout cas, j'ai envie de dire qu'il faisait partie de ce qu'on appelait le comité d'accompagnement, hein, dans la première phase du pacte. On ne peut pas dire que leur rôle a été prépondérant. Je veux dire, après, je pense que Nico fera une critique du pacte et peut-être que dans la logique, il y a autre chose. Mais en tout cas, sur le rôle d'influence qu'ont joué notamment des acteurs du monde économique ou du monde du travail qui étaient présents dans le comité d'accompagnement,
n'était pas prépondérante. Je veux dire, les lobbies étaient plus forts du côté des associations présentes comme Changement pour l'égalité, le Réseau Wallon, la Ligue des familles. Le lobby était bien plus fort du côté des associations que du côté du monde économique, ça certainement. Et pour un plus vers les associations qui ont fait lobby et qui ont milité pour que ça change, c'est vers un changement positif et un changement vers plus d'égalité. Donc je pense que voilà, on n'a pas. C'est en tout cas mon analyse. Merci Véronique. Nico, tu voulais réagir? Oui, mais je suis assez d'accord avec ce que Véronique vient de dire. Institutionnellement parlant, le monde patronal n'a pas pesé directement de façon très, très forte sur les discussions du pacte. On a bien eu dans la phase initiale un rapport de McKinsey, du bureau d'études McKinsey, qui est quand même un bureau très proche du monde économique et qui a contribuer à fixer les premières lignes directrices de l'orientation du pacte. Mais même s'il n'y avait pas eu McKinsey, l'essentiel pour moi n'est pas là. Je veux dire, l'idéologie du monde économique, cette idéologie qui tend à voir l'école comme un instrument au service de la reproduction des conditions économiques, sociales, idéologiques aussi d'existence de notre société, il ne faut pas forcément un représentant du monde patronal pour qu'elle soit présente dans les négociations, un représentant du CEGEC ou même éventuellement, c'est une provocation, je ne le pense pas une seule seconde, mais je veux dire, même éventuellement un représentant de la FAPEO ou de n'importe quelle autre association peut être le porte-parole, parfois même à son corps défendant, de cette idéologie. Pourquoi? Pas parce que ce sont des traîtres, mais parce que c'est tout simplement l'idéologie dominante de notre société. Elle est là, présente, elle nous imprègne du matin au soir, et il est très, très difficile d'aller à contre-courant de cette vision-là de l'école et de cette vision-là de la société. Donc, je ne pense pas qu'il faille explicitement des représentants du monde patronal pour que leurs idées soient présentes dans les discussions. Et donc, toi, Nico, quelle analyse, justement, tu peux faire du pacte? Mais moi, je vais pas faire une analyse globale du pacte. Je vais pas dire. Il y a beaucoup de points que je soutiens et que je trouve bien. Donc ça, je ne vais pas en parler parce que bon, voilà, c'est pas nécessaire et ça va pas apporter grand-chose à la discussion. Il y a quand même deux points que je voudrais souligner. D'abord, sur la question du tronc commun dit polytechnique. Je trouve que le mot polytechnique a été ici galvaudé. L'éducation polytechnique ou la formation polytechnique telle que les forces progressistes dans le monde de l'éducation la défendent depuis plus de 100 ans, c'est l'idée suivante, c'est que dans la formation générale, il faut inclure la découverte, la compréhension du travail et du monde de la production. Comprendre et apprendre le monde de la production, ça veut dire apprendre les différentes technologies, apprendre les différentes industries, apprendre les différents types de services, découvrir la façon dont ces technologies sont mises en œuvre, c'est-à-dire découvrir les rapports techniques de production dans le monde réel de la production. Ça se fait à travers des ateliers dans les écoles, ça se fait à travers la participation ou des stages dans des entreprises, et ça se fait aussi à travers des cours théoriques où on renoue en quelque sorte l'homme producteur et consommateur avec l'homme concepteur de technique, concepteur de technologie, l'homo faber, qui est complètement absent aujourd'hui, aussi bien de l'enseignement général, où la dimension technologique n'existe pas et la vision du monde du travail n'existe pas, et complètement absent aussi de la formation qualifiante, parce que là, la dimension technologique est exclusivement spécialisée dans un domaine particulier. Et donc, une vision polytechnique, c'est d'abord ça, c'est comprendre le monde technique et le monde de la production dans sa globalité, aussi bien d'un point de vue pratique que d'un point de vue théorique. Et aujourd'hui, dans le pacte, la dimension polytechnique des contenus est réduite uniquement à
un outil au service d'une meilleure orientation des élèves. Donc, je lis dans le pacte, le caractère polytechnique du tronc permettra, je pourrais partager mon écran éventuellement. Attendez, lecture, mentionner fenêtre. Voilà, je partage mon écran, excusez-moi, j'hésite un peu, voilà. Donc, le caractère authentiquement polytechnique du tronc commun permettra d'ouvrir tous les élèves à une importante diversité de champs et de domaines qui les préparera à poser à son issue un choix de filière plus mature et plus documenté, notamment par la découverte progressive de nouveaux horizons. Je ne suis pas contre cet aspect-là d'une formation polytechnique, mais dans le pacte, le caractère polytechnique des contenus est réduit uniquement à ça. Il est réduit uniquement à un instrument au service d'une meilleure orientation, donc d'une meilleure sélection des élèves. Ça, c'est ma première critique. Ma deuxième critique, beaucoup plus importante et plus fondamentale encore, porte sur les moyens, ou plutôt les non-moyens qui sont mis en œuvre pour lutter contre les inégalités sociales à l'école. Je rappelle quand même que notre pays est le champion européen de ces inégalités sociales. Alors, j'ai 2-3 chiffres que je voudrais vous montrer. On sait que l'idée de tronc commun, elle s'inspire des systèmes éducatifs nordiques. Quand on compare la Belgique et la Norvège sur les 2 graphiques suivants, vous avez, chaque petit point représente un établissement scolaire qui a participé aux enquêtes PISA. Et les établissements scolaires sont rangés horizontalement selon leur indice socio-économique et verticalement selon leurs scores PISA, les scores PISA moyens des élèves de cette école. Et on est frappé par la différence entre le graphique de la Belgique et le graphique de la Norvège. En Belgique, vous avez les points s'étirent du coin inférieur gauche vers le coin supérieur droit. Dans le coin inférieur gauche, vous avez des écoles à indice socio-économique très faible, avec des performances PISA très médiocres, entre 300 et 450 points. En haut à droite, vous avez des écoles aux indices socio-économiques très élevés, avec des performances PISA également très élevées. Et on a une très forte corrélation entre cet indice socio-économique et les scores PISA. Regardez maintenant le graphique norvégien. En Norvège, vous avez les points qui sont beaucoup plus resserrés, beaucoup plus regroupés. Alors, n'allez pas imaginer que ce serait parce qu'en Norvège, il y aurait moins d'inégalités sociales que chez nous. Quand on compare les indices Gini, donc la dispersion des revenus ou la dispersion des fortunes, elle est à peu près identique en Norvège à ce qu'elle est en Belgique. Donc, ce n'est pas ça le problème. La réalité, c'est que chez eux, les écoles ont une composition beaucoup plus mélangée, beaucoup plus mixte sur le plan social. Et on voit donc aussi que les disparités en termes de performance des élèves au test PISA, ces disparités sont beaucoup plus faibles que ce n'est le cas chez nous. D'où viennent ces inégalités sociales? Mais elles viennent essentiellement, d'où vient cette ségrégation? Qu'est-ce qui génère cette ségrégation sociale chez nous entre les écoles? Bien, le facteur, je vais sauter ce graphique-là, il y a 2 facteurs essentiellement qui sont très bien identifiés dans la littérature scientifique. Le premier facteur, c'est la filiarisation, le fait de séparer les élèves de façon précoce en filière d'enseignement hiérarchisée. Et ce facteur-là, c'est celui qui est attaqué par le pacte de façon très juste en décrétant un tronc commun plus long. Quoique, je vais revenir encore dans un moment sur le fait que, selon moi, ce n'est pas un réel tronc commun. Mais bon, admettons qu'il y ait tronc commun dans la philosophie du pacte. Mais il y a un deuxième facteur qui est très bien identifié aussi dans la littérature scientifique, et c'est l'organisation de l'enseignement en quasi-marché scolaire. Quasi-marché scolaire, ça veut dire qu'il y a une grande liberté de choix des parents pour choisir l'école, ou voire, comme c'est le cas chez nous en Belgique, une obligation de choisir l'établissement dans lequel on scolarise son enfant. Il y a également, le quasi-marché est également lié à l'existence de réseaux d'enseignement en forte compétition, en forte concurrence mutuelle, et de façon plus générale à la concurrence entre les écoles qui se positionnent sur des niches du marché scolaire, de niches qui ont un caractère social plus ou moins marqué. Or, je voudrais attirer votre attention sur ce graphique. Les pays d'Europe sont représentés ici par des ronds, et la taille des ronds est proportionnelle au degré d'inégalité sociale
des systèmes éducatifs. Donc, les systèmes éducatifs qui sont représentés par un grand cercle et une couleur que moi je vois en rouge, mais je suis un peu daltonien, rouge rosé là, ce sont les pays qui ont les plus grandes inégalités sociales ou les systèmes éducatifs qui ont la plus grande inégalité sociale. On voit VLG, Vlaamse Gemeenschap, la Flandre, et la Fédération Wallonie-Bruxelles qui font partie de ces systèmes très inégalitaires, mais la France aussi, l'Allemagne, la Slovaquie. Et puis, vous avez les petits ronds, ce sont les points où, au contraire, les inégalités sociales dans les performances et dans l'orientation des élèves sont beaucoup plus petites, beaucoup plus faibles que chez nous. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate d'abord, si vous regardez à droite, que tous les pays, absolument tous les pays qui ont un libre marché scolaire, donc ils sont à droite, tous ces pays qui ont un libre marché scolaire ont une très grande inégalité sociale, c'est-à-dire tous ces pays qui sont à droite sont des grands cercles caractéristiques d'une inégalité sociale scolaire très très élevée. Et inversement, non pas inversement, deuxièmement, on voit que tous les pays qui ont une faible inégalité sociale scolaire, donc tous les petits ronds, sont regroupés dans le coin inférieur gauche. Ça veut dire que les pays qui parviennent à réduire les inégalités sociales dans leur système éducatif sont ceux qui combinent peu de marché scolaire et peu de filiarisation. Et j'en viens alors à ma critique du pacte. Le pacte s'attaque à la filiarisation, mais ne s'attaque pas du tout au libre marché scolaire. Il ne fait rien du tout par rapport au libre marché scolaire. Dans d'autres mots, on va non pas entrer dans le carré inférieur gauche, mais on va rester dans le rectangle de droite. Et on prétend, avec le pacte, réaliser une prouesse qu'aucun pays au monde n'est parvenu à réaliser, à savoir concilier un tronc commun de longue durée et de haut niveau avec un libre marché scolaire et y parvenir en réduisant les inégalités sociales d'enseignement. Aucun pays, à ma connaissance, n'a réussi cet exploit et je ne vois pas pourquoi en Belgique on le réussirait. Donc pour moi, il manque quelque chose d'essentiel dans le pacte et c'est cette réduction du libre marché scolaire, parce qu'il faut savoir tout de même que la prolongation du tronc commun, elle s'attaque aux inégalités sociales à l'école à partir de l'enseignement secondaire, mais la ségrégation sociale liée au marché scolaire, elle commence dès l'école maternelle. C'est dès l'école maternelle que les mécanismes de marché, les mécanismes de recherche de l'entre-soi social et culturel par les parents agissent pour séparer les élèves. C'est évidemment pas une critique à la FAPEO. Je sais bien que la FAPEO est de notre côté hein, dans ce combat-là, mais je pense que vraiment, dans l'espoir que le pacte puisse conduire à une diminution des inégalités sociales à l'école témoigne, selon moi, d'une sous-estimation de l'importance des mécanismes de marché comme responsable de cette inégalité sociale à l'école. Voilà. Merci Nico. J'ai des questions pour toi, mais comme Véronique doit nous quitter un peu plus tôt, je vais revenir directement vers elle pour lui demander un peu peut-être de réagir à ce que Nico vient de dire et puis pourquoi pas d'aborder vraiment on va dire, la question de savoir comment est-ce qu'on pourrait aller vers plus de libre examen ou de pratique du libre examen, parce qu'on n'a pas encore abordé vraiment est-ce qu'on pratique le libre examen à l'école aujourd'hui. Donc, si tu pouvais répondre à cette question. Voilà, je vais répondre rapidement à Nico, que évidemment on partage le constat hein, sur la question, le fait que le pacte ne s'attaque pas au quasi-marché scolaire. On le sait, on en est convaincu, j'ai expliqué un petit peu pourquoi au début, hein, puisque effectivement, si on met autour de la table les acteurs institutionnels dans leur posture, on ne peut pas décemment s'attaquer à cette question du quasi-marché scolaire, puisque pour supprimer ce quasi-marché scolaire, en tout cas selon la FAPEO, il faut aller vers un réseau unique et public et supprimer les réseaux. Donc voilà, ça c'est la position certainement défendue par la FAPEO, mais on espère le voir un jour, mais voilà. Concernant la pratique du LibreX, en tout cas, moi je vais me
me focaliser sur à l'intérieur des écoles. Hein. Donc, c'est aussi le parent pauvre du pacte, je pense, c'est la question de la démocratie scolaire. Donc, c'est de faire en sorte que les écoles deviennent un lieu de vie où les acteurs à l'école, les élèves, surtout eux, les élèves, puissent participer à cette vie de l'école, puissent construire, discuter autour des règles qui sont imposées dans les écoles, puissent débattre de ce qu'on leur impose aussi. Hein. Je pense qu'ils n'ont jamais voix au chapitre. L'école, c'est un monde dominant, donc les élèves sont dominés et n'ont jamais voix au chapitre. Et donc moi, je pense, enfin, en tout cas à la FAPEO, on défend l'idée que pour avancer, il faut aussi que l'école non seulement forme à la démocratie, mais vive la démocratie. Et donc là, on n'y est pas du tout. On n'y est pas du tout. Et donc, voilà, c'est un point pour nous essentiel sur lequel il faut avancer. Un autre point sur lequel on pourrait aussi avancer, c'est un dossier qui nous est cher, c'est le fait que les jeunes sont peu formés à l'analyse critique, au débat, et que donc pour nous, le cours de philosophie et de citoyenneté offre toutes ces perspectives, et que donc on est très timide aujourd'hui, on a 1 heure de philosophie et de citoyenneté, qui est malheureusement encore, qui a du mal à se mettre en place, et on reste dans un modèle aussi où on sépare les élèves en fonction de leurs convictions. Et donc pour nous, il est essentiel de rassembler les élèves, que c'est aussi une manière de faire en sorte de faire avancer les choses, et que cette formation à la philosophie et à la citoyenneté, pour nous, est essentielle et la colonne vertébrale, en fait, de ce qui pourrait être fait pour avancer sur ce dossier. Oui, la pratique du débat peut aussi se faire, je veux dire, en français, en histoire, mais c'est vrai que le cours de philo et citoyenneté, bien sûr, Mais est essentiel. la démarche est différente. Hein. Évidemment Oui, que dans tous les cours, bien sûr que dans tous les cours, cette pratique du débat doit être mise en place. Mais la question du cours de philosophie et de citoyenneté, c'est aussi de donner des savoirs essentiels aux jeunes. Hein. Quand on parle, je veux dire, des jeunes qui sortent parfois de rhétorique, enfin la dernière année du secondaire, et qui doivent aller voter, ne connaissent pas l'organisation de notre système démocratique, ne connaissent pas leurs droits, enfin, je veux dire, il y a un manquement énorme par rapport à cette formation qui doit être une formation commune à tous les élèves pour leur permettre d'être émancipés. Comment est-ce qu'on peut pratiquer le libre examen si on n'est pas formé, si on n'a pas les savoirs nécessaires pour le pratiquer? en tout cas, Véronique, je te remercie beaucoup, en tout cas de ta présence et de ta participation, et au nom de toute l'équipe duquel, et je te souhaite une excellente soirée, et au plaisir de te revoir. À bientôt. À bientôt. Nico, est-ce que tu voulais aussi réagir à cette question que je viens de poser à Véronique? Ou à ce qu'elle a dit? Mais non, non seulement je ne veux pas réagir à ce que Véronique a dit, mais ce que je me proposais de dire rejoint tout à fait ce qu'elle vient de dire, donc ce sera très bref. Nous aussi, on plaide pour une école qui ne soit pas que un lieu de formation et d'instruction, mais une école qui, quand je dis nous, c'est l'appel pour une école démocratique, hein, mais nous plaidons aussi pour une école où on dispose de plus de temps, d'un espace de vie plus large, d'une organisation plus souple, d'un personnel assez nombreux pour que cette école puisse s'ouvrir sur son environnement, pour qu'elle puisse s'ouvrir sur le temps, c'est-à-dire être ouverte en dehors des heures de cours, en dehors des journées d'ouverture des écoles, qu'elles soient ouvertes le mercredi après-midi, qu'elles soient ouvertes le samedi, qu'elles soient un lieu où les enfants aient accès à une diversité d'activités, qu'elles soient formatives, qu'elles soient de détente, qu'elles soient sportives, qu'elle soit de bricolage ou technologique, une école où on apprend aussi à vivre et à travailler ensemble, où on apprend à se donner des règles de vie commune et
à les faire observer, où l'élève devient donc en quelque sorte acteur d'une espèce de micro-société qui est l'école. Mais tout ça ne peut pas se faire au détriment des apprentissages, et donc ça doit se faire avec plus de temps, avec plus de moyens, avec plus d'éducateurs et d'enseignants et d'accompagnateurs, et donc plus de budget et de moyens financiers aussi. Et on revient probablement toujours à cette question cruciale qui est celle d'une fédération Wallonie-Bruxelles qui est dans un carcan budgétaire très très difficile à élargir et à agrandir. Je voulais encore aussi ajouter un dernier point par rapport au tronc commun. Prétendre qu'on fait un tronc commun et ne pas toucher à la structure de notre enseignement secondaire, ça me paraît un petit peu douteux. Aujourd'hui, à l'âge de 12 ans, on entre de facto dans une école qui, dans 70% des cas, est une école qui soit nous prépare à de l'enseignement général, soit prépare à de l'enseignement technique et professionnel. Alors même si sur le papier, aujourd'hui déjà, on a un tronc commun dans les 2 premières années de l'enseignement secondaire, en réalité, lorsqu'on entre dans une école qui après ne fait que du général, ou lorsqu'on entre dans une école secondaire qui après ne fait que du technique ou du professionnel, même si sur papier les programmes sont les mêmes dans ces 2 premières années, dans la réalité, on sait bien qu'on ne fait pas la même chose. À l'Athénée Royal de Nivelles et à l'Institut des Arts et Métiers à Nivelles, les programmes d'enseignement sont les mêmes dans les 2 premières années d'enseignement secondaire, mais les contenus de ce qu'on fait dans les classes n'est pas du tout la même chose. L'interprétation des programmes n'est pas identique dans les 2 établissements. En d'autres mots, la sélection, l'orientation ne se fait pas aujourd'hui à l'âge de 14 ans. Elle se fait déjà à l'âge de 12 ans, parce que c'est à l'âge de 12 ans qu'on choisit son école secondaire. Et le fait de prolonger ce non-tronc commun d'une année supplémentaire, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 15 ans au lieu de 14 ans, ça n'en fera pas un véritable tronc commun pour autant. Ce qu'on aurait dû faire, et c'est ce qui se fait dans tous les pays où il y a un véritable tronc commun, c'est qu'il y a une séparation géographique, institutionnelle, entre les années secondaires de tronc commun et les années secondaires de spécialisation, d'orientation, d'enseignement éventuellement qualifiant ou de préparation à l'université. En France, vous avez la distinction entre le collège et le lycée. Dans les pays scandinaves, vous avez la distinction entre l'école commune qui va jusqu'à l'âge de 16 ans et le lycée qui commence à partir de 16-17 ans. Et en Belgique, on prétend conserver notre structure 6 années de primaire, 6 années de secondaire, tout en disant mais le tronc commun, il ne s'arrête pas à la fin du primaire, il continue déjà un peu dans le secondaire. Mais ça ne marche pas déjà aujourd'hui et je ne vois pas pourquoi ça marcherait mieux demain en ajoutant une année de plus à ce système qui ne fonctionne déjà pas maintenant. Et donc ce ne serait que structurellement, c'est-à-dire si on coupait les secondaires en 2, ça fonctionnerait déjà mieux. Moi, je suis persuadé qu'on ne peut pas faire un véritable tronc commun si on ne coupe pas le secondaire en 2. C'est-à-dire si les années de tronc commun ne sont pas géographiquement, institutionnellement séparées des années de spécialisation. Okay. Y a des questions qui nous arrivent. Alors, la première question, peut-être pourrait-on dire que le milieu scolaire reste le reflet de notre société avec les mêmes forces de domination et injustice sociale qui s'exercent? Oui, certainement. Certainement, on trouve dans les débats sur l'école, on a déjà évoqué tout à l'heure les tensions entre ceux qui ont une vision, je dirais, émancipatrice de l'école et ceux qui ont une vision économiste de l'école. Et on voit bien à quel point la vision économiste est forte parce qu'elle reflète les intérêts et les attentes des milieux les plus puissants de notre société. Mais on a d'autres tensions. On a par exemple au sein des familles qui ont, je dirais,
dont la voix porte le plus dans les médias, on a des intérêts qui sont contradictoires. Les familles aisées ont, d'un point de vue collectif, intérêt à soutenir les attentes des milieux économiques dans la création d'un tronc commun centré sur les compétences de base, parce que c'est ça qui serait favorable au développement économique de demain. Mais en même temps, ces familles aisées voient leurs intérêts particuliers, ceux de leurs propres enfants, menacés par un tel tronc commun, et plaident au contraire pour une sélection plus précoce, pour plus de liberté de choix des écoles. Elles plaident pour tirer leur épingle du jeu de ce marché scolaire. Et donc, il y a des tensions entre les attentes collectives et les attentes individuelles des familles. Il y a des tensions au sein du monde patronal qui se reflètent aussi dans le monde scolaire, entre le discours de l'OCDE qui reflète les attentes des milieux économiques les plus puissants dans le secteur des services, dans le secteur de grandes technologies, qui n'attendent pas tellement de l'école qu'elle transmette des savoirs ou des qualifications précises, mais qui attendent plutôt de l'école qu'elle prépare la main-d'œuvre à être adaptable et flexible. Ça, c'est le discours dominant, le discours patronal dominant, mais vous avez aussi un discours d'un patronat plus traditionnel qui, lui, se plaint à corps et à cri du déficit de main-d'œuvre qualifiée, qui a du mal à recruter des maçons, qui a du mal à recruter des soudeurs, qui a du mal à recruter des ouvriers qualifiés de type plus traditionnel, hein, des travailleurs qualifiés plus traditionnels qui numériquement sont en déclin aujourd'hui sur le marché du travail, et qui n'a pas du tout le même discours, les mêmes attentes vis-à-vis de l'école que le monde économique dominant des grandes entreprises de pointe technologique et des grands secteurs de services, du tourisme et autres, qui eux sont surtout demandeurs de compétences de base et de flexibilité. Et ces tensions-là se reflètent dans les discours à l'intérieur de l'école, se reflètent aussi dans les débats et dans les tensions entre les partis politiques, hein. Donc, les partis politiques dont la base de recrutement est plus dans le patronat traditionnel et dans les familles bourgeoises n'ont pas les mêmes discours que les partis politiques qui peuvent davantage faire abstraction de cette base de recrutement et tenir un discours plus proche des milieux de l'OCDE, de la Banque mondiale et du FMI. Voilà, toutes ces tensions-là sont présentes dans l'école, et dans ce sens-là, oui, c'est vrai, l'école est le reflet, non pas de la société, mais le reflet des tensions dans notre société. Oui, ça s'est ressenti tout au long des présentations de ce soir, Oui. Aussi bien de celle de Véronique que d'Étienne. Oui. En tout cas, un tout grand merci, hein, pour ta participation. Mais de rien. Je voulais aussi en profiter pour remercier toute l'équipe du CAL et du Librex, hein, qui se trouve derrière les manettes. Donc, on sait que ce genre de conférence nécessite un soutien technique et logistique. Et donc, je les remercie vraiment de tout cœur. Je vous remercie toutes et tous de nous avoir suivis sur ce live Facebook. Et alors, je voulais aussi vous rappeler que l'idée de l'équipe a été, dans un premier temps, de vous faire découvrir ou redécouvrir donc, la notion du libre examen à travers son ancrage socio-historique. Ici, on a voulu vous faire le lien donc, entre libre examen et école, système scolaire. Et à partir de mardi prochain, on vous propose un cycle de 3 rencontres, de 3 ateliers participatifs, où là, l'idée, c'est d'être plutôt vraiment dans le vécu et dans l'expérience, et donc de faire 3 temps d'ateliers participatifs autour de la prise de parole, nous questionner sur nos identités, nos relations. Est-il possible d'avoir des échanges comment favoriser en tout cas les échanges entre libres exaministes? Ça va être l'objet donc de 3 rencontres, donc qui se dérouleront le mardi 11, 18 et 25 mai à la même heure toujours, donc de 20h à 21h30. N'hésitez pas donc à nous contacter pour vous inscrire. Il n'y a pas beaucoup de place. Voilà. Pour plus d'infos, n'hésitez pas donc à aller sur le site internet du CAL. Encore merci Nico de ta présence. On remercie aussi Véronique même si elle n'est plus là. Et alors on vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée. S'il n'y a plus de questions en tout cas, je n'en vois pas qui arrivent.
Voilà. Merci Nico. Bonsoir. Merci. Au revoir.